Eh ben justement, je vais appeler Jean-Baptiste Butlen, sous-directeur de l'aménagement durable à la DGALN au ministère et vice-président de France Ville Durable en charge du collège de l'État. Perrine Prigent, qui nous a accueillis ce matin, donc adjointe au maire de Marseille et conseillère métropolitaine ex-Marseille-Provence. Et Anne Vial, qui est directrice de projet appui au territoire et aménagement durable du CEREMA. Nous allons passer cet après-midi dans des séquences un peu plus courtes qui viseront à essayer de revenir sur les grandes étapes planification, diagnostic et action, en montrant que l'État, des entreprises, des collectivités locales et des experts sont déjà engagés, mènent déjà des actions sur tout ce qu'on a pu raconter ce matin. L'idée étant, et c'est le but de notre association, de montrer que si d'autres ont pu le faire, on peut massifier, on peut accélérer. On va commencer par cette logique de diagnostic. Un diagnostic de territoire a changé aujourd'hui au regard de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. Il sert aussi de base à la planification. Avant de prendre l'exemple de Marseille pour le diagnostic, dans un premier temps, je voudrais peut-être me tourner vers Jean-Baptiste Butlen. L'État a été beaucoup cité depuis ce matin. L'État qui est jugé par les habitants dans le sondage Opsoco comme étant celui qui peut faire beaucoup, mais qui peut-être ne ferait pas assez. Je me doute, cher Jean-Baptiste, que te demander de parler de planification, là, maintenant, à cette heure-là, n'est pas évident pour un haut fonctionnaire du ministère, parce que comme vous le savez, il y a quelques annonces au plus haut niveau qui doivent être faites dans quelques minutes. Mais je sais que tu sauras très bien t'en sortir et qu'on a eu de toute façon, je crois, des annonces de la Première ministre déjà assez concrètes il y a une semaine ou une dizaine de jours. Et je pense qu'à l'heure où on sent cet engouement pour l'action, on est prêt à y aller, on massifie. Quel est le rôle de l'État dans l'appui au territoire, aux entreprises, pour massifier les transformations nécessaires, tout en étant compatible avec les limites dont on a parlé ce matin? Effectivement, le sujet est vaste, mais régénéré par les massages de notre présidente, ça devrait bien se passer. Un grand merci d'avoir invité le ministère dans son format technique à intervenir cet après-midi après les prises de parole de notre ministre. Donc évidemment, c'est une prise de parole sous toute réserve puisque, comme tu l'indiquais, le président de la République tient en ce moment le Conseil national de la transition écologique pour donner corps à un certain nombre des annonces évoquées par la Première ministre cet été. Néanmoins, je pense que le moment est aussi bien choisi pour rappeler quelques-unes des ambitions, la méthode et puis surtout les prochaines étapes, comme tu m'y invites. Donc en matière de planification écologique, les objectifs sont désormais bien connus, notamment pour répondre aux deux crises jumelles qui ont été largement évoquées ce matin. D'une part, le dérèglement climatique et d'autre part, l'érosion de la biodiversité. Et donc sous l'autorité de la Première ministre, le secrétaire général de la planification écologique s'est employé ces derniers mois à co-construire avec l'ensemble des acteurs le diagnostic et à identifier les leviers pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, les objectifs de renaturation, les objectifs également de gestion équilibrée de nos ressources et notamment des ressources en eau. D'ailleurs, la filière aménagement a largement contribué, en particulier grâce à France Ville Durable. On se souvient de la remise du rapport de Anne Fraisse sur la décarbonation de l'aménagement il y a quelques mois. Et ce faisant, la Première ministre a donné quelques éléments de calendrier sur les grands chantiers qui avaient été évoqués d'ailleurs avec Judith Ferrando dans la Convention citoyenne pour le climat. Donc en matière du logement, il s'agit de mieux se loger avec une priorité qui est mise sur la rénovation énergétique des bâtiments et la performance énergétique de ce qu'on construit pour l'avenir. De grosses attentes financières, j'y reviendrai. En matière de mobilité, il s'agit de mieux se déplacer. Bon, il y a ce début de controverse sur l'accompagnement de l'État en faveur de l'acquisition de véhicules 100% électriques, le fameux leasing pour les plus modestes. Mais au-delà de ça, il y a eu des annonces cet été sur le paquet ferroviaire. Il y a eu aussi le début d'initiatives parlementaires sur les RER métropolitains, on s'en souvient. En matière de préservation des ressources naturelles, il y a eu aussi l'atterrissage législatif attendu sur le zéro artificialisation nette des sols avec la loi du 20 juillet 2023 et les annonces de la stratégie nationale de la biodiversité. En matière de consommation, nous ne sommes pas en reste et on sait que ça pèse dans l'équation. Les entreprises l'ont rappelé ce matin, puisqu'après le vote de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables et sur le nucléaire, c'est au tour de l'industrie de se verdir
dire avec le projet de loi Industrie verte. La commission mixte paritaire est programmée tout début octobre. Et enfin, sur l'axe se nourrir, qui avait été aussi un des sujets de débat dans la Convention citoyenne pour le climat, se préfigure le projet de loi sur l'orientation agricole, avec tout un débat sur évidemment l'agroécologie, l'accompagnement vers des transitions agricoles qui soient moins consommatrices d'engrais, moins consommatrices de pesticides. Bon, au-delà de toutes ces annonces qui peuvent paraître très nationales, je pense qu'on passe aujourd'hui dans une phase de territorialisation de la planification écologique, territorialisation dont, encore une fois, la méthode a été annoncée par la Première ministre, avec des conférences régionales, ce qui est appelé des COP, des conférences des partis, qui seront coprésidées par les préfets de région et par des exécutifs régionaux, une mobilisation au niveau départemental de l'ingénierie, dans le cadre des commissions locales de transition écologique, sous l'égide donc des préfets de département et notamment des départements. Et au niveau local, une contractualisation en s'appuyant sur le tissu des CRTE qui deviennent les contrats de réussite de la transition écologique. Donc on voit bien que ce qu'a annoncé le ministre ce matin doit effectivement trouver sa traduction sur le terrain dans une logique de différenciation territoriale. Et je pense que les exemples sont tout trouvés avec les paroles de Perrine tout à l'heure, puisque évidemment la ville de Marseille avait été pionnière en matière d'invention d'un modèle adapté à son territoire, la ville méditerranéenne durable, et c'est à cet égard effectivement des réflexions que le gouvernement entend dupliquer sur l'ensemble du territoire. Bien évidemment, il va y avoir un débat sur les moyens. Ça a d'ailleurs été ce qui a été beaucoup relayé par les médias ces derniers jours, puisque le projet de loi de finances se préfigure. Une première annonce a été faite autour d'une enveloppe de 10 milliards d'euros pour l'accompagnement de la transition écologique. Il y aura incontestablement la confirmation de la pérennisation du fonds vert. On en avait beaucoup parlé dans cette instance l'an dernier, avec ces mesures sur le recyclage des friches, sur l'accompagnement de l'érosion côtière, sur la renaturation des villes et des villages. Donc le fonds vert est évidemment pérennisé, mais au-delà de ça, je pense que le gouvernement a aussi pris la mesure du contexte économique dans lequel cette transition devait être menée. Contexte économique marqué par l'augmentation des taux, l'augmentation du coût de l'énergie, des matériaux. Donc évidemment, ça résonne dans les professionnels qui sont dans la salle, puisque incontestablement, la facture et le déficit opérationnel d'une ville qu'on régénère et qu'on régénère en mieux s'alourdit et nécessite un accompagnement de l'ensemble des pouvoirs publics. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi une question qui se pose sur l'accompagnement des plus fragiles. Ça a été évoqué ce matin, des plus fragiles tant au niveau territorial que dans les classes socio-professionnelles de la population. Bon, Anne-Claire Mialot a beaucoup parlé de l'accompagnement des quartiers prioritaires de la ville avec son initiative Quartier Résilient. Il y a effectivement aussi à accompagner les plus modestes, de sorte que finalement on puisse concilier ambition écologique et pouvoir d'achat dans une transition qui soit juste. Et d'ailleurs, c'est l'enseignement de Judith Ferrando qui avait déjà beaucoup inspiré la démarche Habiter la France de demain, à laquelle France Ville Durable avait d'ailleurs participé. Il s'agissait de prendre en compte finalement les attentes citoyennes, de dépasser les controverses, d'identifier aussi les contreparties qui peuvent être financières pour accompagner les transitions. Et je pense qu'en cela, au-delà de l'équation financière, il y a la question du récit, sur lequel l'ADEME a beaucoup travaillé et sur lequel, avec l'AFNO d'abord et ensuite avec le ministère le 12 décembre, on a toute une page qui s'ouvre sur l'urbanisme culturel. Voilà pour les quelques mots sur les débats en cours au niveau national. Je pense qu'on pourra revenir dans la discussion sur l'interpellation de l'État vis-à-vis de France Ville Durable et comment est-ce que finalement on espère bien que cette association puisse contribuer à cet exercice de territorialisation de la planification écologique pour vraiment concrétiser désormais les solutions sur le terrain. Merci beaucoup, c'est noté pour juste après. Les attentes vis-à-vis de France Ville Durable pour la territorialisation. Tu as évoqué, Jean-Baptiste, le modèle méditerranéen, le contexte méditerranéen, l'exemple de ville méditerranéenne, et ça m'a rappelé un travail qu'on a conduit ensemble avec la ville de Marseille il y a quelques semaines ou mois sur la rue méditerranéenne du XXIe siècle, avec un grand nombre de partenaires qui sont ici d'ailleurs. Ce qui nous avait conduit d'ailleurs à entrer en contact, c'était ce diagnostic qui avait été réalisé sur le quartier du Vieux-Port, du quartier du Vieux-Port Résilient,
qui nous avait épaté, parce que ça fait longtemps qu'on travaillait sur ces questions de diagnostic, et la batterie d'études qui avait été réalisée nous paraissait vraiment complète, et tenter de toucher cette approche un peu plus holistique. Alors moi j'ai 2-3 choses qui me restent en tête. Par exemple, dès 2040, on peut faire frire un œuf sur l'espace public pendant une canicule. Il cuit vraiment parce qu'on est à 90 degrés sur l'espace public, je crois. C'était le chiffre qui m'avait marqué. Presque. Presque. Eh ben, est-ce que tu peux à la fois nous parler de cet exemple, de la façon dont la collectivité a... Alors, tu ne vas pas nous détailler le cahier des charges, mais qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette approche un peu plus large? Et surtout, aujourd'hui, comment ça vous sert de point d'appui pour aller plus loin, peut-être en prenant quelques exemples? Ouais, merci. Alors, donc je vais vous parler effectivement de l'étude pour un centre-ville historique patrimonial résilient en 2030. C'est effectivement à cette occasion qu'on s'est rencontrés, également avec Franck, autour de la démarche rue commune. Alors, on n'a pas refait ce qui avait été fait avant. Cette étude, elle a été lancée en 2016. Elle s'est finie en 2019, donc avant le nouveau mandat. Et elle était techniquement très bien, néanmoins pas diffusée. Donc on s'y est employé. Et en fait, c'est un peu le livre que j'ai sur ma table de chevet. Bon, on a tous les lectures qu'on peut. Donc cette étude, elle a pour cible le secteur ex-AVAP, donc nouveau site patrimonial remarquable. À l'échelle de Marseille, c'est 470 hectares. Donc vous avez le périmètre juste derrière. Et elle visait à prendre en compte et l'existant et ce qui va nous tomber dessus. Avec différentes échelles d'intervention, parce que finalement, donc, la collectivité est la mieux placée pour intervenir directement sur son territoire. Après se pose la question des échelles d'intervention. Donc là, on a une étude qui nous pose le diagnostic et qui nous dit vous pouvez agir à 3 niveaux. Le niveau de la rue, et donc derrière moi, vous avez des rues en bleu, en orange et en rouge, qui nous montrent en fait le niveau d'urgence à intervenir. Vous avez l'échelle du bâti et vous avez l'échelle du quartier. Alors, on prend en compte évidemment les températures, évidemment le bâti, évidemment les profondeurs et les largeurs de rue, le vent qui circule. On n'a peut-être pas coché toutes les cases que Franck a citées tout à l'heure, mais je pense qu'on se retrouve quand même pas mal dans les réflexions. Donc c'est assez rassurant. Alors dans les diagnostics, pour parler de chiffres, en fait on faisait déjà cuire un œuf en 2017 dans le quartier de Noailles, puisqu'il y a eu des mesures par les bureaux d'études, et juste avant la canicule, donc en juin 2017, la température au sol était de 60 degrés. Voilà. Donc effectivement, on fait cuire un œuf. À l'époque, les modélisations qui ont été faites se basaient sur le précédent rapport du GIEC, et les bureaux d'études, ne voulant pas être alarmistes, ont pris le scénario médian. Bon, hein, on voit que c'est largement dépassé. Mais ce qu'il nous disait, c'est qu'avec ce précédent rapport et ce scénario médian, en 2050, à Noailles, avant une canicule, on arriverait à 90 degrés au sol. Donc on ferait bouillir de l'eau, on fera bouillir de l'eau bien avant 2050 si on ne fait rien. C'est une marmite, Marseille. Voilà. On cuit à petit feu. Donc, il faut véritablement agir. Pourquoi est-ce qu'on cuit? Parce que la ville, elle est extrêmement minérale. Donc, au fur et à mesure des années, on a souvent laissé de la place à la voiture, d'où mon assertion en début de matinée sur la ville pompidolienne. Et pour lui laisser la place, on enlève des arbres. En 75 ans, Marseille a perdu 50% de son patrimoine arboré. Dans ce périmètre du centre-ville, on est à 1,8 mètres carrés d'espace vert par habitant.
Pour vous donner une petite idée des recommandations de l'OMS, pour l'OMS, il faut 12 mètres carrés par habitant d'espace vert pour pouvoir vivre correctement. Donc on a un petit delta qu'il va nous falloir combler. On s'y emploie bien évidemment, mais poser les constats, c'est nécessaire pour pouvoir savoir quelle est la hauteur de la marche qu'on doit monter. Des sols bouillants, fragilisés, stérilisés, donc évidemment mettre les voitures, faire passer les tuyaux et tout le reste dans les sols, ça nuit à la vitalité de ceux-ci. Le patrimoine mis à mal, l'eau trop rare ou surabondante. Là encore, hein, ça vous arrivera aux autres territoires bientôt. Si ce n'est pas déjà le cas, évidemment. Le climat méditerranéen fait qu'il pleut très peu, et quand il pleut très fort. Donc on a tout qui ruisselle, vu que la terre n'est pas disponible en surface, et qui emporte tout sur son passage. Voilà, les constats sont posés. C'est en général, on pleure à ce moment-là, et on se dit, que faire ? Alors, que faire ? On va aussi partir sur que faire, surtout pour nos habitants, hein, parce que l'objectif, c'est bien de vivre notre ville demain. Et comment on fait en partant de l'existant ? On va travailler sur les armatures pour pouvoir leur donner une capacité d'accueil, de lieux refuge, de restructuration des trames végétales et finalement de vie au quotidien. Donc, comment on va pouvoir mailler ce centre-ville ? Évidemment, il faut se fonder sur des données techniques, hein, la topographie, la place des réseaux, etc., etc. Mais on arrive quand même assez facilement à se dire il y a des parcours du quotidien qu'on doit venir renforcer. Et donc c'est tout l'enjeu de venir travailler sur cette liaison verte et bleue, avec une ambition de désimperméabiliser, de relaisser la place au végétal et à l'humain, pour pouvoir, encore une fois, vivre notre quotidien demain. Ça a des impacts sur l'espace public, qui est un espace de creux, le vide, mais c'est aussi en fait l'inattendu, l'espace public. Pour moi, c'est vraiment le creuset de nos territoires. C'est là où, quand on sort de chez soi, on ne sait pas qui on va rencontrer, dans quelles conditions. Et c'est ça, quelque part, le collectif, la collectivité. Et donc, on a tout intérêt, effectivement, je reprends ce que tu disais, Franck, tout à l'heure, les villes doivent investir l'espace public, elles doivent le renforcer. C'est vraiment un rôle qu'on doit avoir chevillé au corps. C'est un espace public qui est situé, et donc il va nous permettre de réfléchir sur les stratégies d'intervention entre espace public et réflexion à l'îlot. Et on retombe sur quelque chose qui est assez intéressant dans cette étude sur le centre-ville historique, qui est la prise en compte, donc, dès 2019, des liens qu'on doit faire entre une transition écologique, une régénération, pour adapter notre vocabulaire d'aujourd'hui, et la perspective patrimoniale. Bon, je parle de Marseille parce que c'est ma ville, mais finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plein de collectivités différentes. On a un tissu urbain constitué, on a des prescriptions patrimoniales avec un investissement, alors de l'autre partie de l'État, sur les prescriptions de préservation en la matière, qui sont à respecter parce que ça fait la qualité de nos territoires également. Mais comment on les fait évoluer pour pouvoir en conserver la valeur, tout en transformant les usages et les implications. Donc c'est la création de la fameuse canopée urbaine et une convergence entre une réflexion bioclimatique et une réflexion patrimoniale. Comment fonctionnent les immeubles ? Ici, on a des puits de lumière et on a des petites grilles à l'entrée au-dessus des portes des immeubles qui fonctionnent manuellement. C'est un exemple parmi d'autres, hein, mais finalement, on en a oublié le sens. Et ouvrir la trappe le soir, en haut et en bas, c'est important pour ventiler les immeubles. C'est la même chose que pour l'ado qui va fermer sa porte. Mais ça marche.
En fait, on a des choses sur lesquelles se fonder la réflexion, qu'on mette ensuite de la technologie ou du manuel. Moi, j'aime bien le manuel, mais il y a de la place pour tout, en fait. Et on doit pouvoir se fonder aussi sur ces modes de faire là qui ont été éprouvés, qui fonctionnent, et donc ne pas réinventer en permanence toutes ces choses. Donc sur les bâtiments, ça veut dire aussi travailler sur les hauteurs, sur les effets Venturi, sur les aérations en haut, en bas, sur de la requalification des cœurs d'îlots. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit de la main directe des collectivités ou que ce soit de l'incitation, y compris par le biais de la réglementation de l'État. Et donc c'est aussi en ce sens-là que c'est intéressant de se dire on a tous à y partir et il faut qu'on mette tous les efforts ensemble. Alors, je vais sortir de cette étude pour vous parler un peu de ce qu'on souhaite faire. Sur un dernier visuel que le maire du secteur apprécie évidemment, on souhaite agir aussi en changeant la méthode. Parce qu'à partir d'un diagnostic, on peut se dire on a des perspectives. Mais pour y arriver et pour que ce soit réellement approprié par tout le monde, il faut aussi se dire agissons autrement. On l'a dit ce matin, on l'a dit en début d'après-midi, un projet ne se fait plus en chambre, ne peut plus se faire en chambre. C'est hors de question maintenant. Pour la ville de Marseille, nous, on est sur un mandat sur lequel on est aussi en réaction avec des événements précédents, un manque de discussion entre parties prenantes, et donc une volonté de la municipalité d'investir les questions de dialogue avec les différentes institutions, avec les habitantes et les habitants, surtout les usagers du territoire. C'est pour eux qu'on travaille et c'est quelque part quelque chose qu'on fait pour les autres de manière altruiste parce qu'en fait, on vit tous notre territoire. Je reprends aussi ce que Franck disait tout à l'heure. Sur la place Sébastopol, qui est une petite place de quartier, qui est actuellement un parking et un rond-point, avec un marché, merci. On souhaite venir retravailler la ville sur elle-même en créant un espace public. Et on s'est dit qu'on allait lancer les débats avec nos habitants sans leur proposer de plans sur lesquels réfléchir. On arrive avec une page blanche en disant on a quelques axes sur lesquels on veut travailler. Ces axes, c'est la dynamique commerciale, le cœur de village, la place de l'enfant, la végétalisation et l'apaisement du territoire. Mais au-delà de ces grands principes, jusqu'où on va, qui fait quoi, comment on y arrive, comment on s'approprie les choses après, on est vraiment sur une feuille blanche. C'est un peu nouveau pour nous et c'est un peu plongé dans l'inconnu. Donc évidemment, on ne travaille pas tout seul, on a eu un groupement qui est notre AMO. Et on prend le temps pour ensuite agir dans l'urgence. Mais on prend le temps au départ. Il faut réfléchir avant de poser les choses. Je pense qu'on est tous d'accord. Quand on fait une place, les fameux 80% qui sont réalisés et qui seront là en 2050, on a l'enjeu de faire bien. Et donc pour les faire bien, ces choses, on doit bien les réfléchir, bien poser le diagnostic et se dire, collectivement, où est-ce qu'on va et est-ce que ce sera bon pour demain ? Donc, outre le fait de poser ce temps de réflexion, on s'est dit, on ne va pas faire des travaux tout de suite non plus. On comprend décidément bien le temps, dans l'urgence. Et donc, on va avoir une phase de à peu près 2 ans sur lesquels on se donne le temps de faire de l'urbanisme transitoire, de l'urbanisme temporaire. La fin de la mission de l'AMO, là, c'est de nous faire 3 programmes différents. Et pendant les 2 ans, on va tester les 3 programmes in situ, de manière temporaire. Et on va prendre le temps de faire le point sur ce qui marche pas, les points négatifs et les points positifs, pour se dire quand on va faire l'investissement public, et
collectivité, on le sait tous, on n'a pas assez d'argent, tous. L'État nous en donne pas assez. Il faut que l'investissement soit vraiment utile. Donc on préfère se dire, on fait du temporaire pour bien tester les choses, et ensuite, ce sera la bonne chose qu'on mettra vraiment sur place. Merci beaucoup, Perrine. Parce que tu évoques sur cette notion de prendre le temps pour pouvoir faire dans l'urgence me semble fondamental. On le défend beaucoup dans l'association en disant un peu comme toi que on a beaucoup travaillé sur la question de l'évaluation des politiques publiques, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, il nous paraît dans l'association que les évaluations ex ante, c'est-à-dire avant de faire, sont bien plus importantes que les évaluations ex post qui nous diront dans 15 ans qu'on a mal fait. Parce que dans 15 ans, ça sera trop tard. Et donc, si on peut réorienter une partie des crédits qui sont aujourd'hui destinés à l'évaluation après coup, vers la possibilité d'être sûr qu'on ne se trompe pas avant de mettre le premier coup de pioche, et ça inclut à la fois les données techniques que tu as évoquées, Anne, je vais tout de suite te passer la parole, mais aussi cette expertise d'usage habitante. On a des images qui montrent que de toute façon, c'est tout bénéfice pour la collectivité que de tester les vrais parcours habitants avant de couler le béton et de dépenser de l'argent. Donc ça illustre très bien ces deux grands volets du diagnostic. D'ailleurs, le CEREMA ne travaille pas que sur les questions techniques, bien au-delà. Ça nous a semblé important de donner la parole au CEREMA aujourd'hui parce que, vous le savez, le CEREMA, ce bureau d'études géant des services de l'État, a beaucoup évolué au cours des derniers mois dans son statut et dans la façon dont l'organisme travaille aujourd'hui avec les territoires et les collectivités locales. Nous sommes partenaires de multiples projets ensemble et nous recommandons aux collectivités notamment de ne pas hésiter à s'appuyer sur les savoir-faire du CEREMA. On a déjà parlé ensemble, limites planétaires, donuts, etc. etc. Vas-y, le floor is yours pour nous dire comment le CEREMA peut accompagner ces démarches qui vont vers la régénération. Alors bonjour à tous, merci Sébastien pour cette introduction. Donc moi je suis Anne Vial, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis directrice de projet au CEREMA et je travaille plutôt sur l'échelle de l'aménagement, mais je travaille aussi sur celle des territoires et celle des espaces publics que Perrine vient d'évoquer. Et ce qui est complètement passionnant de travailler à cette échelle, c'est justement que ça fait atterrir toutes ces expertises, toutes ces recommandations, même s'il n'y a pas de recommandations magiques. Nous, au CEREMA, on essaye de guider, d'avoir des outils, de la méthode. Pourquoi ? Pour avancer sur cette fameuse ville plus résiliente, sobre, créative, etc., ou régénérative, mais surtout une ville, on l'a vu depuis ce matin, plus vivable, où on a envie d'habiter. Perrine l'a très bien exposé, où on a envie de, aujourd'hui, pouvoir y vivre aujourd'hui, demain, après-demain. Et donc, avec l'accélération, aujourd'hui, tout se bouscule. Donc, on doit inventer ou réinventer, puisqu'il y a des choses qui existaient et qu'on doit redécouvrir, de nouvelles manières de travailler, des nouvelles coopérations, des nouveaux modèles économiques. Et à travers les outils, la méthode que nous, au CEREMA, on essaye en tout cas d'organiser, de vous aider à mettre en œuvre, c'est une manière de s'inspirer et de voir des bonnes réponses aussi et des réalisations qui sont possibles. Et on l'a vu, on va le voir dans cette table ronde de cet après-midi, on est à la fois dans comment on peut faire, comment on accompagne, mais aussi comment on fait déjà. Et ça tombe bien, du coup, nous, au CEREMA, en effet, je fais la petite minute pub, mais ça va aller très vite, c'est que le CEREMA, on accompagne en effet ces territoires par rapport à ces questions d'innovation, par rapport à ces questions de recherche aussi, puisqu'on est un organisme de formation et un établissement de recherche, et ça tombe bien, puisque la formation, on a vu, on en a besoin à tous les niveaux, à tous les stades. On a aussi pour devise le climat. Aujourd'hui, c'est vraiment une priorité dans notre expertise, dans notre action. Donc un climat qui évidemment ne sera pas le même partout. Mais aujourd'hui, on a évidemment cette urgence à pouvoir y répondre. Et puis, tu l'as dit Sébastien, on a changé de statut. Donc aujourd'hui, on est au plus proche des adhérents. Et on essaye, à travers nos missions d'accompagnement et nos missions d'expertise, pas tout seul évidemment, mais d'accompagner et de faire en sorte que les choix qu'on doit faire en effet très vite, ce soient les bons, et en se mettant autour de la table et en travaillant ensemble sur ces choix-là, essayer d'accélérer les choses.
Alors j'ai voulu illustrer ça aujourd'hui par 3 échelles. Alors ça tombe plutôt pas mal par rapport à tout ce qui a été dit, et notamment au début d'après-midi, puisque j'ai choisi de commencer par la petite échelle et celle des espaces publics. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en effet, on voit très concrètement et sur cette petite échelle la concrétisation de tout ce qu'on raconte. Et c'est une échelle qui est très concrète, qui est celle de la proximité et des habitants. C'est une échelle où on voit comment on peut agir sur des parcours, comment on peut agir sur les abords d'école, comment on peut agir très concrètement sur les questions de végétalisation, et on peut aussi tester. Tu l'as dit, Perrine, nous on a travaillé sur les questions de design actif, et c'est une manière notamment de tester et d'imaginer dans l'espace public d'autres formes de réalisation, tout en se confrontant évidemment aux questions de réglementation, aux questions d'accessibilité, aux questions de végétalisation, aux questions de désimperméabilisation, mais de se dire comment on fait pour faire évoluer les choses peut-être un peu plus rapidement, mais en trouvant des solutions qui peuvent convenir, et peut-être se dire que ça va essaimer derrière. Alors, le retour d'expérience très rapide que je voulais vous faire, c'était celui d'Angoulême. Alors, à Angoulême, c'est plutôt une ville moyenne. Alors, à Angoulême, nous, on a un partenariat de recherche et de développement. C'est sur cette ville-là où on accompagne sur vraiment leur stratégie d'espace vert. Alors, d'espace vert, mais aussi d'espace public, en lien avec les questions de patrimoine, mais aussi en lien avec la question de l'eau, de la biodiversité, la question de la diminution des îlots de chaleur. On décline aussi un outil qu'on a mis en œuvre qui est l'outil Sésame pour choisir les essences, et on construit petit à petit avec cette collectivité une stratégie d'intervention à travers une analyse, à travers évidemment de la cartographie, mais aussi à travers des ateliers de co-construction qui peuvent mettre autour de la table des élus, mais aussi évidemment les citoyens, et de voir comment petit à petit, à la fois on définit la stratégie, mais on commence à la tester sur des sites pilotes. Et sur ces sites-là, on fait de la mesure, on regarde ce qui se passe et on fait adapter ce plan-là au fur et à mesure avec cette question d'évaluation dont tu parlais, Sébastien. Donc ça, c'est sur l'échelle, on va dire, la petite échelle entre guillemets. Sur l'autre échelle, qui est celle de l'aménagement, qui est bien sûr évidemment très liée à la précédente. Alors là, on travaille sur l'échelle du quartier. On accompagne plusieurs projets et programmes nationaux. Certains ont été cités ce matin, les quartiers résilients, les écoquartiers, mais aussi les petites villes demain, les villes Action Cœur de Ville. Alors sur cette échelle-là, on propose quoi ? On propose des diagnostics, on propose des accompagnements, et on propose en fait de se dire comment la collectivité, elle va mettre en œuvre son projet. Alors, plus particulièrement sur la ville existante aujourd'hui, on espère, et comment elle va faire les bons choix, comment elle va se rendre compte que sur son territoire, elle a des atouts, elle a aussi des besoins, et comment elle les met très concrètement en œuvre dans un projet un peu circonscrit. Et donc, l'illustration que je vous ai choisie, elle est issue de nos accompagnements qu'on a dans la démarche écoquartier, et plus spécifiquement sur des accompagnements amont qu'on a commencé à avoir sur ce qu'on appelle les éco-projets. Et on mobilise là nos équipes et nos compétences un peu croisées pour essayer de se dire comment la collectivité qui a des besoins, une envie, un périmètre parfois plus ou moins défini, elle va arriver à avancer sur ce projet-là. L'exemple que vous voyez, il est à Fayologe, paraît-il, ça se dit comme ça, alors je ne suis pas de là, mais c'est du Loiret, donc c'est dans le centre Val-de-Loire, c'est une toute petite commune, elle fait moins de 4000 habitants, et cette petite commune, quand elle a sollicité un accompagnement, elle était plutôt pour se dire j'ai un territoire un peu dans le sud de ma commune, j'ai un EHPAD à cet endroit-là et j'aimerais bien faire un projet. Et finalement, au fur et à mesure de cet accompagnement qu'on a démarré l'année dernière, on a refait poser les bonnes questions à cette collectivité. Est-ce que c'est vraiment le bon endroit pour faire un éco-projet ? Est-ce que finalement les besoins ne seraient pas ailleurs ? Est-ce qu'on ne peut pas justement réutiliser peut-être un périmètre plus central, travailler sur l'existant ? On répond dans ce cadre-là évidemment aux questions du ZAN, de la nature en ville, des questions du patrimoine, la question aussi de la gestion du risque inondation. On utilise aussi des outils. Là, la carte que vous voyez en bas, c'est issu d'un outil qui s'appelle Urban Simul qu'on développe au CEREMA par rapport à la question de la stratégie foncière. Et donc, ça nous permet comme ça d'avancer sur un projet et de mettre le projet dans les bons rails. Et puis, la dernière
échelle entre guillemets, puisque c'est plus qu'une échelle, c'est vraiment la question du transversal, la question de décloisonner. Comment on diffuse à toutes les échelles, comment on conduit cette expertise à la fois technique et cette conduite du changement dont il a été beaucoup question ce matin. Comment on fait avec, mais comment on accompagne en fait dans une vision très systémique que tout le monde connaît ici, mais qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Comment on anticipe les scénarios de réchauffement à plus 4 degrés, puisque c'est plutôt ceux-là vers lesquels on s'oriente. Et là, nous, au CEREMA, on a vraiment envie d'aller avec les territoires sur ces sujets-là. Et bien là, l'exemple que vous voyez, c'est un accompagnement qu'on a en cours sur le SCOT du Pays Basque. Alors, je le connais moins, donc je reprends un peu mes notes. Mais en tout cas, c'est un travail qu'on a engagé avec le syndicat mixte pour identifier et améliorer la résilience de ce territoire-là. Et c'est vrai qu'à cette échelle-là, elle est stratégique pour articuler tous ces enjeux-là et de se dire comment, à travers à la fois la stratégie, à travers un outil qui s'appelle la boussole de la résilience. On a parlé de boussole, et donc nous, ça tombe bien, on a un outil qui s'appelle la boussole. On va pouvoir avoir cette vision à 360, cette vision systémique, mais en même temps, comment on va former les acteurs du territoire à identifier leurs bons enjeux et comment on les accompagne. En fait, l'idée, c'est pas de faire pour eux, c'est vraiment que eux puissent faire. Et donc, comment ils se mettent en ordre de marche pour arriver à faire les bons choix, pour être en capacité d'agir et du coup, de ne pas se tromper, puisqu'il faut agir très rapidement. Et donc, on utilise ces outils-là, on utilise des centres de ressources qu'on a, et l'objectif, on est bien sur cette approche croisée de ces enjeux climatiques et de ces limites planétaires dont on a parlé, qui se diffusent à toutes les échelles. Et voilà, et la dernière illustration, c'est juste un petit extrait des différentes ressources qu'on a à votre disposition, que vous pouvez retrouver sur notre site internet, et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Mais merci beaucoup Anne, et s'il y a des représentants de collectivités locales qui nous regardent dans cette salle, on sait à peu près qui est là, il y a beaucoup de nos adhérents et de nos partenaires, mais pour des collectivités qui ne seraient pas encore adhérentes, une des plus-values apportées par l'association à ses membres collectivités, c'est de présenter ce type d'outils en une journée dans un atelier où on vient, dans votre territoire, présenter ce que nos 4 collèges, l'État, ses agences, ses opérateurs, des entreprises, des bureaux d'études, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, des entreprises privées, d'autres collectivités, ont à vous présenter pour inspirer les équipes avant de rédiger les cahiers des charges, avant de démarrer les projets. Donc n'hésitez pas, je m'adresse surtout aux collectivités qui peuvent être en ligne. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Et comme c'était quand même des gros sujets qui ont été résumés très rapidement, y a-t-il dans la salle, cette fois, des questions, des demandes de précision, des réactions sur ce qu'on a évoqué, tant concernant la planification que les diagnostics ou les outils? Une première question? Une deuxième? Ah. Vas-y. Après, ça va, merci. Non, je me pose la question par rapport au plan de Marseille. Pour combien de quartiers vous menez des études simultanément à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous avez démarré, comme à l'image de la place Sébastopol que vous évoquiez tout à l'heure? Je me pose la question de l'ingénierie locale pour mener aussi à bien tout ça. Je sais bien que l'État est très mobilisé dessus, on en a discuté avec Jean-Baptiste, mais vraiment, c'est impressionnant. En ayant fait un petit tour d'une demi-heure, je ne suis pas allée très très loin, et on voit la nécessité de prendre en main et d'attaquer placette, quartier par quartier, c'est intéressant. Et puis, déconstruction, démolition, relogement, enfin, je trouve que c'est un travail titanesque. Je voulais juste savoir ce que vous aviez déjà entamé. Alors... on a la chance d'avoir différents outils. Sur le centre-ville, outre l'étude dont je vous ai parlé, il y a quand même un PPA, un projet partenarial d'aménagement, et une SPLA d'intérêt national. Donc, il y a du coup de la capacité d'action en termes d'ingénierie pour œuvrer sur ces quartiers de centre-ville. Il y a également des sociétés d'aménagement qui existent sur le territoire. Il y a des partenariats avec la métropole qui est compétente en termes de voirie et d'espace public, qui avance plus ou moins rapidement.
Effectivement, j'y ai arrivé. Un EPA, Euroméditerranée, qui agit sur la ville depuis plus de 20 ans et qui a aussi contribué à la transformation d'une partie des quartiers. On a un peu plus de 17 quartiers qui sont travaillés par l'ANRU. Donc il y a différents opérateurs quand même qui travaillent ardemment sur la ville de Marseille. Après, la question, c'est aussi la structuration stratégique, l'orientation qu'on donne et la vision globale qu'il faut avoir de tout ça, tout en disant, en fait, Marseille, c'est une ville qui est très différente. Elle a une surface très large et c'est le rassemblement de 111 noyaux villageois. Donc, en fait, on a toutes les problématiques d'une grande métropole et en même temps toutes les problématiques de villes de taille moyenne à petite. Donc c'est assez passionnant, hein, mais on doit cumuler tout un tas d'enjeux et donner sens pour tout le monde pour pouvoir se dire il y a une trajectoire qu'on a en commun, une identité commune du territoire, parce que l'identité, elle est nécessaire. On est à Marseille, c'est une ville et on doit traiter nos habitants de la même manière où qu'ils soient. Encore une question? Oui, au fond, 2 questions. Si vous pouvez passer les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous m'entendez? J'avais 2 questions du coup. Présente-toi. Dimitri de la Scope Helix. On est une équipe de consultants qui travaille sur l'innovation sociale. Du coup, j'avais une question sur la réception par les habitants des enjeux, on va dire, transitoires, puisque des fois le transitoire peut être perçu comme des innovations dégradées. Comment est-ce que ça vous le gérez? Et j'ai ensuite une question sur la capacité d'innovation des ABF à Marseille. L'urbanisme de la palette, on va en parler juste après. Peut-être prenons la 2e question et vous répondrez en bloc si ça vous va. Bonjour, Sarah Brenac du cabinet GIS Conseil et aussi habitante de Marseille. Moi, j'avais une question par rapport justement au fait que vous avez donc mentionné que la ville de Marseille est très minérale, avec un capital végétal qui a largement diminué au cours des dernières années. Et donc, j'avais une question par rapport au patrimoine végétal privé, notamment le fait qu'il y a énormément d'îlots de bâtis qui sont aujourd'hui végétalisés et qui ne sont pas nécessairement préservés ou protégés, notamment au regard des phénomènes de densification. Et donc, quelle va être la position ou sera la position de la ville par rapport à la préservation de ces patrimoines, voire l'ouverture de ces patrimoines pour peut-être en faire des biens communs et qui ne soient plus nécessairement privatisés, mais peut-être ouverts à d'autres habitants. Alors on a l'acceptation des habitants de l'urbanisme transitoire, on a les ABF, le sujet de la préservation patrimoniale, mais on peut en dire un mot, mais je pense, et puis la question qui vient d'être posée sur le patrimoine privé et finalement le rôle du patrimoine privé dans l'adaptation à la réponse aux enjeux. Je pense que Perrine aura quelques réponses, mais ça peut être intéressant de vous entendre aussi tous les deux, puisque vous avez des exemples, vous avez des choses à apporter sur ces 3 sujets. Perrine, tu commences ? Allez. Alors, sur les questions d'urbanisme transitoire, ce n'est vraiment pas quelque chose qui doit être fait au rabais. Un urbanisme transitoire doit avoir une certaine qualité. Et en réalité, alors je ne l'ai pas dit, la dernière photo de ma slide, c'était aussi la démonstration par l'exemple, avant même l'urbanisme transitoire, qu'en piétonnisant pour une journée une place, finalement, on s'aperçoit très vite qu'il n'y a plus le bruit des voitures, on entend les oiseaux, il y a de la place pour jouer à des jeux de ballon et apprendre le vélo. Et c'est la démonstration par l'exemple que ça peut marcher. La démonstration par l'exemple, c'est aussi ça, le fait de montrer que ça marche avec les institutions, renouer les dialogues et avoir des discours francs avec l'État et avec l'ABF en particulier, qui a évidemment une vision très fine de la préservation patrimoniale, mais qui n'est pas antinomique avec une évolution du tissu urbain. Il faut travailler les projets de manière à ce qu'on arrive à des consensus et qu'on gère la somme de tous les enjeux.
après, c'est aussi le rôle des professionnels qui accompagnent les collectivités, de trouver les bons outils sur lesquels nous, on va pouvoir se positionner et on va pouvoir avoir les bons échanges avec l'État. Le patrimoine végétal. L'espace public, c'est entre 5 et 20% de l'espace sur lequel il peut y avoir du végétal. Et donc, oui, évidemment, la question de la place du vert dans l'espace privé, il est fondamental. Il y a des documents d'urbanisme qui permettent d'encadrer ces choses-là. Il y a également, dans des tissus constitués, le message qui est de dire, en cœur d'îlot, ne supprimez pas le vert et gardez-le, au contraire. Nous, on a, je pense qu'on n'est pas les seuls, on a cette problématique-là. On a des copropriétés qui recouvrent en fait les espaces verts intérieurs parce que, des raisons diverses et variées, la terre c'est sale, c'est trop de charges pour une copropriété et donc c'est la première chose sur laquelle on va enlever. Et donc on a des intérêts effectivement à passer ces messages-là. Nous, on fonctionne avec l'agence locale énergie-climat qui va aussi au contact des copropriétés et quand on est en mission avec eux, ce qu'on leur a demandé, c'est quand ils vont voir les collectivités pour des rénaux énergétiques, aborder le grand C du climat et se dire, en fait, c'est pas que l'énergie, c'est aussi le cadre de vie. Et donc, il y a aussi cette démarche qui est initiée d'aller sensibiliser les copros sur le fait de bien garder ces espaces verts, les maintenir en forme et les préserver. C'est l'enjeu qu'on a. Sur le fait d'ouvrir un espace privé, là, on va toucher à la propriété. C'est un débat peut-être encore plus vaste. Néanmoins, pour vous donner quelques pistes sur l'espace municipal, il y a aussi des endroits sur lesquels il y a des réflexions en cours. On n'est pas les seules villes à se poser ces questions. On désimperméabilise aussi nos cours d'école et on a un plan école de rénovation, parce que ceux qui ne sont pas marseillais ne savent peut-être pas, mais on a de l'eau qui tombe dans nos écoles et des rats dans nos écoles. Donc on a aussi un investissement à faire de ce côté-là. Et quand on va travailler sur ces écoles-là, la question qui se pose, c'est est-ce que ça ne peut pas être aussi l'espace vert du quartier ? Donc, il faut faire sauter tout un tas de verrous juridiques aussi. Et donc, il y a des réflexions qui sont en cours sur ces éléments-là. À ce sujet de l'ouverture du patrimoine privé et de la mobilisation des autres propriétaires, je ne sais pas si on l'a déjà mis en ligne, mais nous avons conduit un atelier avec les services partenaires et élus de la ville de Montrouge ce lundi, il y a une semaine, exactement sur cette thématique. Et on a présenté des outils, des exemples, etc. Je pense que vous pourrez retrouver ça en ligne prochainement. Jean-Baptiste, Anne, une réaction sur les trois questions ? Jean-Baptiste ? On ne peut que partager les réponses formulées par Perrine. Sur la question, tout d'abord, des espaces verts privés, mentionner que finalement l'évolution de la législation aussi permet de reconnaître comme renaturés et non artificialisés les espaces boisés privés dans la ville. Et ça, c'est quand même un des gros apports quand même de la loi climat résilience qui encourage effectivement ensuite les collectivités, comme l'a dit Perrine, à reconnaître ces espaces avec des espaces boisés classés, avec des coefficients de biotope par surface, avec des trames vertes et bleues qui incluent aussi les espaces privés. Après, quant à leur ouverture au public, c'est un débat qui est plus compliqué politiquement et qui renvoie d'ailleurs à des logiques de droit constitutionnel de propriété. Il peut y avoir aussi des contreparties à ces ouvertures et à discuter avec les habitants eux-mêmes. Ça s'est fait dans d'autres villes, notamment à Paris. Mais voilà, c'est un débat qui doit d'abord avoir lieu entre le propriétaire et sa collectivité. S'agissant de l'urbanisme transitoire, complètement d'accord. L'urbanisme transitoire n'est pas un urbanisme au rabais, c'est en fait une façon d'activer les lieux pour préfigurer des usages. Ça a été expérimenté dans de nombreux territoires. L'exemple parisien des grands voisins est bien connu, mais
je pense qu'à cet égard, pour réapproprier l'espace public et pour faire adhérer les riverains à un projet politique, c'est, me semble-t-il, une phase qui est beaucoup plus concrète qu'un travail sur plan ou d'enquête publique. Je crois que Virginie en parlait ce matin en disant qu'il fallait réinventer finalement les modalités d'association citoyenne. Enfin, sur la ville patrimoniale, on peut au moins se dire que finalement, il y a un sujet sur lequel on se retrouve entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Écologie, c'est qu'il faut d'abord travailler sur le déjà là, et qu'on se rend compte, comme le disait Perrine, que par le passé, nos ancêtres avaient déjà inventé des solutions aux enjeux de la transition écologique. C'est une façon finalement de reconnaître aussi ce patrimoine, et quand il s'agit effectivement de transformer la ville pour la rendre plus résiliente, sans dégrader ce qui fait effectivement son identité, c'est une question d'intégration de politique publique. C'est aussi une question qui est largement travaillée au sein de France Ville Durable, au sein du Club des écoquartiers, avec notamment l'association Petites Villes de Caractère. Anne ? Alors, un rapide complément pour rebondir sur ce qu'a dit Perrine par rapport aux écoles. C'est tout à fait un sujet qui permet d'être justement ensemblier par rapport à cette question et de l'espace public, et du bâti, et de la question de la nature en ville. Nous, au CEREMA, on a une communauté qu'on anime autour de ce sujet-là et une offre intégrée. Après, évidemment, chaque cas est différent, mais ça permet de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, la question, elle n'est pas uniquement sur le bâti, elle n'est pas uniquement sur les abords, elle n'est pas uniquement sur la cour d'école, elle est bien globale. Et du coup, par rapport à ces réponses globales, eh ben, on peut proposer après des accompagnements. Et l'ouverture dont tu parlais, Perrine, il y a certaines collectivités qui l'ont mise en œuvre, tu le sais. Nous, on a accompagné Sotteville-lès-Rouen, par exemple, sur cette question un peu globale de comment on travaille au départ sur les cours d'école, mais finalement est venue très vite la question de comment on vient à l'école, comment on aménage l'école et comment on réaménage le bâti. Et derrière, eh ben, il y a toute une série de projets ou en tout cas d'actions qui peuvent être mises en œuvre. Enfin, juste une petite précision par rapport au débat qu'il y a sur, enfin, la question par rapport à l'urbanisme transitoire temporaire, juste pour faire une petite distinction, puisque il y a bien la question de l'urbanisme transitoire, mais là on est plutôt sur les aménagements temporaires. Voilà, donc il y a quand même une petite distinction à faire, c'est pas tout à fait la même échelle, tout à fait le même sujet. Et ce dont je parlais tout à l'heure sur le design actif était plutôt sur les aménagements temporaires, et je pense que c'est ça à quoi faisait allusion Perrine à Marseille, sur en effet les aménagements temporaires et comment les citoyens ils peuvent percevoir ces aménagements. Et là, nous, par rapport à différents webinaires qu'on a pu organiser, discussions avec des professionnels, on se rend compte en effet qu'il y a cette question de comment on communique dès le démarrage correctement, c'est-à-dire ça veut dire aujourd'hui si on imagine un projet qui est temporaire, eh ben, il faut bien explicitement montrer qu'il est temporaire et pas dire qu'il sera là pour tout le temps. Peut-être se dire aussi qu'il y a des questions de pérennité de cet aménagement. Enfin, tu connais le sujet, on en avait parlé la dernière fois. Qu'est-ce que ça va donner le mobilier ou le marquage au sol? Les questions après de respect, quand même, des questions de lisibilité urbaine, d'accessibilité. Enfin, il y a tout un tas de sujets en fait qui déroulent de ces tests sur l'espace public, mais qui sont tout autant justement d'innovation à prendre en compte par les collectivités. Et elles peuvent se saisir. Ce sont des bons lieux pour se saisir de ces sujets-là. Merci beaucoup. Donc sur la question patrimoniale, rénovation énergétique versus, rénovation écologique au sens large du bâtiment versus préservation du patrimoine, la prochaine réunion du groupe de travail de France Ville Durable qu'a évoqué Jean-Baptiste est vendredi après-midi. Nos membres sont tous bienvenus, copilotés par l'ANA, l'Association nationale des ABF, le ministère de la Culture, le Conseil national de l'Ordre des architectes, et donc avec vraiment l'objectif de montrer que c'est possible, qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent que si on s'y prend suffisamment en amont, ces deux sujets sont parfaitement conciliables. Merci d'applaudir nos intervenantes et intervenants. Pour la séquence suivante, ouais, je suis désolé, on a pris un peu de retard, donc je crains que la playlist, on n'ait plus trop le temps. On la passera à la fin, la playlist. Je vais appeler Charlotte Girard de SNCF Immobilier, Nathalie Lemeur de la ville de Grenoble, et la troisième personne qui devait être avec nous, qui est Pascal Guiffand d'Openland, a eu, comme pas mal d'entre vous,
des soucis de train aujourd'hui, mais elle a réussi à nous enregistrer une petite vidéo, donc on pourra la voir tout à l'heure en vidéo. Katayoun Panahi qui était... Bon, bah désolé Charlotte, c'est pas toi qui es en photo. Enchantée. Katayoun a elle-même eu des gros soucis de train, donc elle présente ses excuses, mais Charlotte connaît par cœur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Je te laisse peut-être démarrer et peut-être rappeler ta fonction, puisqu'elle n'est pas marquée. Moi, je sais qu'il y a de l'innovation, de la prospective, qu'il y a plein de choses dans ta direction, mais je préfère que tu le dises toi-même. Pas de souci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors en effet, je vais d'abord faire un petit point d'actualité. Nous avons décidé aujourd'hui de tester l'urbanisme de proximité. Donc actuellement, Katayoun Panahi est à la cour de Darcenay après 5 heures de train, près de Dijon. Donc passer de l'urbanisme de la vitesse à l'urbanisme de la proximité n'est pas toujours une décision voulue, elle peut être subie. Et elle nécessite de s'adapter. Donc, nous allons nous adapter et elle vous présente toutes ses excuses. Elle était très honorée de pouvoir intervenir cet après-midi. Et donc, je vais enchaîner. Donc, je suis moi-même Charlotte Gérard, donc directrice transition, RSE et innovation au sein de SNCF Immobilier. C'est une direction qu'on a créée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et je vais essayer, du coup, on a peut-être les 10 minutes prévues ou ça va aller, d'expliquer ce qu'on fait à la SNCF et pourquoi peut-être aujourd'hui vous nous avez demandé d'intervenir. Alors, tout d'abord, on considère, et on l'a déjà dit pas mal ce matin, qu'on est en effet dans ce tournant décisif, crise du logement, crise climatique, crise de sens et crise politique, voire démocratique, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ça. Et tout ça dans une situation où on a à peu près 5 fois moins de matériaux, 5 fois moins d'énergie et sûrement 5 fois moins de foncier disponible. Et nous, on a souhaité, en fait, il y a quelques années, quelques mois maintenant, commencer à réfléchir à ce sujet en se disant que certes, il allait falloir mutualiser, on en a aussi parlé, il allait falloir planifier, s'organiser, mais surtout, certainement changer globalement totalement notre système de fonctionnement et de valeurs. Et c'est de ça dont on voulait vous parler aujourd'hui. Pour SNCF, aujourd'hui, c'est passer d'une posture consommateur à une posture de producteur. Producteur, voire de régénérateur, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Régénérateur de ressources. Alors, quand tout fonctionne, on est générateur de déplacement, et tant mieux. Mais certainement demain, on peut aussi être des générateurs d'énergie, on peut être des générateurs de nouvelles types d'agriculture, par exemple, sur certains de nos sites. Et on peut être certainement aussi générateur d'une certaine mode de vie, en tout cas de proximité, qui nous semble être aussi une solution absolument essentielle. Il faut accepter cette idée que peut-être demain, on se déplacera beaucoup moins loin au quotidien, beaucoup moins souvent en avion, ça c'est un thème aussi sensible, mais ça n'empêche pas de découvrir des choses totalement passionnantes et ça c'est un point aussi fort. Donc face à ce constat qu'on partage au sein d'un ensemble d'acteurs dans le groupe SNCF qui s'est fortement engagé sur la question de la transition, on s'est dit de quoi on dispose. On dispose d'une intelligence collective, c'est vraiment le point qu'on a aussi beaucoup évoqué ce matin. On dispose, en tout cas il faut qu'on dispose très très vite de formation. Moi, je peux témoigner de cette question de la formation. Il y a à peu près 1 an et demi, on a présenté les premières images des limites planétaires, du donut en CODIR. Ça a été un fiasco complet. J'ai recommencé à la rentrée de l'été et là, c'était totalement un succès parce que d'un coup, ça éclairait ce qui s'était passé pour chacun dans son ressenti sensible en fait de la situation. Et je pense que ça, c'est vraiment un point essentiel. On est rentré dans un moment physique de ce qu'on éprouve. C'est plus des théories, c'est plus des concepts, c'est du quotidien au jour le jour. Et je pense que ça doit, certes, ça nous fait tous peur, mais ça nous aide aussi beaucoup à faire réagir. Et pour finir, donc on s'est dit, on dispose de quoi aussi ? De la capacité finalement à se réinterroger fondamentalement sur notre action. Et pour un groupe comme SNCF, en tout cas pour SNCF Immobilier, qui gère à peu près 30 000 hectares, le mot à peu près compte, à peu près 8 millions de mètres carrés, à peu près 100 000 logements. Si on se dit qu'en fait demain et en fait tout de suite, chaque mètre carré compte, chaque mètre carré de renaturation, chaque mètre carré évité de construction va compter. Vous voyez tout de suite le rapport d'échelle très compliqué en fait, parce que quels sont les bons outils pour appréhender la complexité de notre patrimoine, un patrimoine qui est en effet gigantesque, on est le 2e propriétaire de France,
C'est un patrimoine qui en plus est très hétérogène. On va des centres de vacances aux locaux médicaux, aux grands sites industriels que certains connaissent bien, à des bureaux tertiaires flambant neufs de Saint-Denis. Donc il faut qu'on gère toute cette complexité, et je rajouterai les sujets du logement, des cités cheminotes et autres héritages de l'entreprise. Et ce patrimoine, il a un certain âge. On considère qu'il a à peu près 75 ans d'âge en moyenne, ce qui veut dire qu'en fait, toutes les situations qu'on peut imaginer d'immobilier aujourd'hui, on va dire 19e, fin 19e, 20e siècle, 21e siècle, on les a aujourd'hui à gérer. Alors ça, finalement, on pourrait se dire que c'est une difficulté de taille, parce que les outils qu'on va devoir trouver, on l'a évoqué, il faut qu'ils soient résilients. Et une partie de cette résilience, c'est leur capacité à être localement adaptés, à répondre localement à une situation. Quand on travaille à Elbeuf, c'est pas comme travailler à Marseille, ou c'est pas comme travailler à Lunel ou dans une commune de montagne. Voilà. Donc, face à cette difficulté et l'idée qu'on a prise de se dire il nous faut des outils qui soient différents, par territoire, par problématique, on s'est aussi rendu compte d'une chance incroyable. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut tous se dire collectivement dans la ville européenne, c'est que, en tout cas pour une grande partie, pour nos fonciers, ils sont déjà artificialisés, ils sont souvent bien situés. Ils sont aussi déjà présents dans nos univers mentaux, ils sont dans les paysages français, ils sont dans nos histoires, ils sont dans une forme d'attachement, alors de répulsion, d'attraction, mais en tout cas, il s'y passe quelque chose de l'ordre du sensible. Et cette diversité, elle porte aussi toutes les typologies, c'est ce que j'évoquais, et y compris par exemple des forêts, ou alors des friches qu'on pourrait dire déjà renaturées, où en fait les arbres ont pu prendre parfois leur place entre les rails. On a des paysages assez incroyables avec des forêts, enfin des friches naturelles qui poussent de façon longitudinale le long de rails abandonnés. Donc voilà, c'est une diversité qui finalement est une richesse absolument essentielle, et ça nous a donné beaucoup de force pour engager différentes choses que je vais vous présenter aujourd'hui. On s'est d'abord dit que, en effet, selon les territoires, on allait soutenir des démarches différentes. On a considéré de façon très schématique qu'on était face à 3 grandes natures, on va dire, de tissus urbains. Celle pour laquelle on connaît sûrement bien l'action d'SNCF Immobilier, qui va être celle des cœurs urbains très denses, avec des projets immobiliers de nouveaux quartiers, qui sont souvent réalisés par notre aménageur Espace Ferroviaire. Et dans ces centres urbains denses, notre objectif, c'est de faire du logement social pour les travailleurs clés qui sont absolument vitaux dans nos villes. Et donc, on a signé toute une série de conventions déployées dans plusieurs régions, Île-de-France, PACA, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, pour mobiliser du foncier public à destination du logement. L'autre point qu'on travaille beaucoup dans les tissus hyperdenses, c'est évidemment cette question de la renaturation, des problèmes de chaleur et de confort d'été qui deviennent absolument cruciaux où qu'on soit dans le territoire. Et donc, par exemple, dans le 12e à Paris, sur un projet de 5 hectares qui s'appelle les Messageries, on a fait à peu près 1 hectare de retour à une pleine terre avec un parc qui va être bientôt créé dans le 12e arrondissement. Évidemment, on travaille sur des bâtiments les plus bas carbone possibles, avec toute la logique de la RE 2020, mais qui, encore une fois, aujourd'hui s'applique à des bâtiments neufs et donc à un échantillon assez réduit. Et puis enfin, donc ça c'est la partie, on va dire, centre urbain dense. À l'autre bout de la chaîne, on va appeler parfois ce qu'on peut appeler la ruralité. On soutient par exemple l'association des maires ruraux de France qui a fait une très belle journée après 4 ateliers sur la transition, parce qu'on est persuadé que l'avenir de nos systèmes urbains, elle tient dans le rapport au rural. C'est peut-être une tarte à la crème, hein, mais ces histoires d'alliance de territoire, si on n'arrive pas à concrètement les porter, on sait qu'on va avoir des difficultés. Et donc récemment, peut-être vous avez vu qu'SNCF a créé SNCF Renouvelable, qui est une filiale 100% SNCF qui est destinée à produire des ENR en partie solaire sur environ 1000 hectares de la SNCF à 10 ans. Vous allez me dire, 1000 hectares, c'est pas grand-chose par rapport à 30 000, mais pour faire ça, on a dû faire un cadastre solaire et analyser la totalité de notre foncier. Donc ça nous a permis aussi de se rendre compte de sa richesse et de sa biodiversité potentielle, qui sera un sujet pour demain. Et puis aussi, dans ce qu'on prévoit dans ces territoires un peu moins denses, c'est certainement tout ce qui va être la culture d'écomatériaux, le lin, la paille. Il va falloir qu'on trouve des solutions locales. Il y a pas mal de choses qui commencent dans votre territoire, par exemple. On s'est déjà rencontrés sur ce sujet. Et enfin voilà, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, en particulier puisque nous-mêmes, nous avons une trajectoire de quasiment
de réduire de 50% l'empreinte carbone de notre immobilier, et on est encore en train de chiffrer ce que ça va nécessiter en termes de travaux. Mais on est largement pas loin du milliard d'euros, et je pense qu'il nous en manque encore si on veut prendre en compte tout ce qui va être adaptation au changement climatique, qui là devient vraiment un mur très très haut. Et puis le sujet qui nous concerne particulièrement par rapport à cette typologie de territoire, c'est ce qu'on appelle souvent le périurbain, les périphéries des villes. Et là aussi, il y a certainement une action différente que celle que j'évoquais dans les autres territoires. Là, l'enjeu, ça va être de rapprocher les lieux de travail, les lieux de vie, des mobilités décarbonées. Alors, quand on le dit, ça semble évident, mais là aussi, cette question d'avoir des grands parkings en sortie de gare, ville moyenne, ça ne tient pas sur la durée. Et il faut absolument qu'on trouve des nouveaux systèmes, des nouvelles solutions. On utilise pour nous aujourd'hui un terme de ville du kilomètre. C'est cette idée que sur 1 kilomètre à partir de la gare, je dois pouvoir accéder à la gare sans forcément une solution qui soit carbonée ou individuelle. Et cette densification des quartiers de gare fait résonance à ce que vous avez pu voir dans Action Cœur de Ville 2, qui veut beaucoup insister sur ces questions d'entrée de ville, et la gare est une entrée de ville. Donc ça, c'est ce qu'on a engagé par rapport au territoire, avec cette différenciation de territoire. Et ça, on est assez persuadé que ça ne suffira pas, et que donc aujourd'hui, il y a une vraie question sur la méthode. Et sur la méthode, on a fait là aussi une organisation assez basique, mais de dire il nous faut à la fois des grandes trajectoires, donc des trajectoires à 2030 sur la décarbonation, donc à 50%. On va bientôt aboutir en fin d'année une trajectoire sur la sobriété en eau, un plan eau pour le groupe. On va aussi avoir sur l'économie circulaire à 2030, on a un objectif de 0 déchet non valorisé. Donc ça se met en œuvre maintenant tout de suite dans des cahiers des charges de travaux. Et on va aussi avoir une trajectoire, ce qu'on appelait foncier vert ou compensation. On est persuadé aussi qu'il faut absolument qu'on ménage des possibilités de compensation. Quel que sera le destin des décrets ZAN et autres, on voit bien qu'on aura besoin de compensation. Et donc ça, c'est les trajectoires. Et puis ensuite, on expérimente beaucoup. Alors on avait commencé en 2015 avec l'urbanisme transitoire. Aujourd'hui, on travaille des questions autour de la low-tech ou de la juste-tech. Ça dépend comment on veut voir le sujet. En particulier, comment faire des bâtiments sans climatisation, en tout cas simplement rafraîchis. Et puis j'étais très heureuse ce matin d'entendre parler de la comptabilité de triple capital, qui est le nouveau sujet qu'on vient de lancer pour essayer de tester sur certains types de projets comment cette comptabilité peut fonctionner. Pour finir... Le sujet essentiel, finalement, quand on met bout à bout toutes ces réflexions, c'est celui de la façon de compter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on compte ? C'est quoi la valeur dans le monde vers lequel on va ? On avait un système post-Seconde Guerre mondiale où c'était une valeur qui allait au mètre carré construit. Et on est certain aujourd'hui qu'on doit intégrer des valeurs extra-financières dans cette question de la valeur de ce qu'on réalise. Et pour faire ça, en fait, là aussi, il y a l'idée de tester différentes solutions. Et on a regardé, par exemple, 1 hectare en zone hyper dense dans une des villes les plus chères de France. Si au lieu de construire, on réalisait un parc, qu'est-ce que ça produit en termes de valeur ? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça produise ? Et finalement, on se rend compte, alors on a regardé par exemple le fait d'avoir moins besoin de mettre de la climatisation parce qu'on réduit la chaleur de à peu près 4-5 degrés, ça dépend des hypothèses aux abords. Le fait que les eaux pouvaient plus facilement rentrer, il y avait moins de ruissellement, donc moins de frais de gestion des eaux. La qualité de l'air et la santé qui étaient améliorées, le lien social. Donc on a chiffré sur 50 ans 1 hectare qui serait plutôt destiné donc à une forêt qu'à une partie construite. Et on peut estimer à peu près 175 millions d'euros sur 50 ans cette valeur. Alors évidemment, je ne vous cache pas qu'on est dans un endroit avec des valeurs foncières très élevées. Mais en tout cas, la méthode de calcul vaut la peine d'être tentée parce que finalement, on peut se dire que grâce aux valorisations des parties, enfin des appartements ou des maisons individuelles qu'on a estimées aussi sur 1 kilomètre à peu près 10%, par rapport à la présence d'un espace vert, via les droits de mutation, les collectivités peuvent espérer sur cette durée retrouver une partie de leur investissement initial. Et donc si on continue à poursuivre cette hypothèse-là, finalement aujourd'hui ce qui nous pose difficulté, et je pense que c'est un des sujets majeurs de la transition, c'est la gestion du temps et du temps long, c'est-à-dire qui va porter ces investissements de temps long.
alors qu'on a besoin de réalisation tout de suite. Et là, on pense forcément, venant de la question de l'infrastructure, qu'il faut certainement adapter des systèmes qu'on a pour les infrastructures de transport à finalement une nouvelle catégorie que pourraient être les infrastructures écologiques, qui pourraient elles aussi bénéficier de ces financements de long terme. Évidemment, on a aussi regardé des sujets de fiscalité qui sont un peu sensibles actuellement. Mais voilà, on est persuadé qu'en tout cas, entre aussi les possibilités des compensations carbone volontaires et puis peut-être créer aussi des fonds qui seraient financés par les projets les moins vertueux pour aider les projets les plus vertueux dans les territoires avec des marchés immobiliers un peu difficiles, on arrive, en combinant en tout cas l'ensemble de ces outils, à imaginer un modèle économique là où aujourd'hui on pense que ça ne fait que coûter. Merci. Merci beaucoup, c'est passionnant. Tu as beaucoup évoqué les questions du diagnostic. Du coup, ce que je trouve très intéressant, c'est ces nouvelles réflexions qu'on peut avoir sur ce qui ne comptait pas et qui se met à compter. Que ce soit sur les nouvelles façons de valoriser le foncier, mais aussi, comme tu l'as dit, on a des friches un peu partout. Quel est leur bilan eau, leur bilan biodiversité, leur potentiel de séquestration de carbone, etc. Ces valeurs. Alors, on tente d'en parler à un de nos adhérents qui s'appelle le Conseil supérieur du notariat, donc les grands défenseurs de la propriété privée, mais on l'évoque avec eux, et on pourrait dire aussi que sur la gestion du temps long, comme sur la table ronde précédente, on en revient à quelque chose qui a été abordé par le sondage Obsoco, la propriété privée constitutionnelle. Ça reste quand même un sujet, un frein, un levier, c'est à voir. Mais effectivement, on tourne autour du pot, mais on revient souvent autour de cette question. Tu veux faire un tac au tac de 1 minute ? Simplement pour dire qu'on a aussi, j'ai oublié de citer, lancé un travail avec des notaires sur cette question de la propriété. Donc, j'espère qu'on pourra présenter les résultats. Bien. On a trouvé très intéressant de vous montrer ce que faisait SNCF Immobilier après Redman ce matin. Redman, donc une entreprise totalement privée. Alors, SNCF Immo répond aussi à une logique privée, mais c'est quand même une entreprise très... mais je parle d'une logique de gestion. Oui, 100% public. Mais 100% public. Et malgré tout, on sent qu'on a là... avec des voies différentes, des ambitions très fortes et vraiment des bifurcations de trajectoire qui sont en route. On est toujours à cette phase de diagnostic. On va écouter la petite vidéo que nous a envoyée Pascale Guiffan, qui est cofondatrice d'Openland. Et on voulait absolument vous montrer, pour celles et ceux qui ne connaissaient pas, cette démarche de diagnostic territorial qui a été conduite dans les Pays de la Loire et qui a associé beaucoup d'acteurs, citoyens, économiques ou institutionnels et publics. Bonjour, je suis Pascale Guiffan, je suis cofondatrice d'Openland. Nous sommes une organisation basée à Nantes et notre action se déploie aujourd'hui dans 5 autres territoires, Biarritz, Montpellier, Angers, Lorient et Marseille. Notre mission, c'est d'accompagner le maximum d'individus, d'organisations et de territoires à intégrer dans leur action les défis écologiques auxquels nous faisons face. Notre objectif est de contribuer à faire émerger une économie qui préserve le climat et les ressources et qui régénère les écosystèmes ainsi que les liens humains. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un projet que nous avons nommé Regenerate et que nous avons mené dans la région Pays de Loire. C'est un projet dont l'objectif est de réunir de nombreux acteurs autour des enjeux de régénération de notre territoire. Ce projet a 3 objectifs. Le premier, c'est de mieux comprendre l'état des écosystèmes et comment l'activité humaine a aujourd'hui impacté les écosystèmes de notre territoire et quels sont les potentiels de régénération de ces écosystèmes. Le deuxième, ça a été de réunir autour de la table des acteurs publics et des acteurs privés pour qu'ils contribuent à l'émergence de projets régénératifs sur le territoire. Et puis enfin, le dernier objectif, c'est de créer du sens commun autour de ces enjeux de régénération et de la façon dont on peut agir concrètement dessus. Pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, nous avons donc commencé par constituer une coalition que nous avons souhaité être la plus variée et diverse possible en termes de type d'acteurs. Nous sommes convaincus que pour traiter de ces questions de régénération des territoires, de régénération des écosystèmes, nous avons besoin de mettre autour de la table pour comprendre, pour décider et pour soutenir des projets, des acteurs à la fois publics, privés, des experts, des réseaux qui vont nous permettre déjà de mieux comprendre la situation et puis aussi de pouvoir mettre en place les coopérations nécessaires à des projets qui se veulent systémiques.
On a donc travaillé avec des acteurs locaux. Regenerate est un projet qui est soutenu par la région Pays de Loire, la DREAL, l'ADEME. Nous avons aussi dans notre comité de pilotage Nantes Métropole, Saint-Nazaire-Aglo, Laval Économie. Nous allons trouver des acteurs privés comme Kéran, la SNCF, Harmonie Mutuelle. Nous avons également le soutien de la Fondation Mirova. Et puis, on peut aussi trouver des acteurs comme Finpact, le Comité 21 et l'Office français de la biodiversité. Cette liste n'est pas exhaustive puisque, au-delà du comité de pilotage, nous avons également mobilisé notre communauté avec l'organisation de plusieurs ateliers collectifs qui ont permis d'aider à structurer un diagnostic pour avoir une meilleure compréhension des enjeux territoriaux et notamment des questions de limites planétaires et limites écosystémiques sur le territoire. Et puis aussi de pouvoir travailler sur la prospective, sur la vision de notre territoire et sur les idées de projets régénératifs. Tout ce travail a été synthétisé dans un livre blanc. Le livre blanc Regenerate, qui est donc destiné aux acteurs des Pays de Loire, mais qui évidemment peut intéresser des acteurs qui sont en dehors du territoire, a été publié en avril 2023. Il est le fruit d'un travail à la fois avec notre communauté d'acteurs, c'est un travail aussi d'analyse des documents existants sur le territoire et d'entretien individuel avec un certain nombre d'experts. Dans ce livre blanc, on peut trouver un état des lieux des écosystèmes sur les territoires et la façon dont nous mettons des pressions sur ces écosystèmes, la façon dont les acteurs économiques exercent des pressions sur ces écosystèmes. Nous avons également regardé avec quelle maturité les acteurs économiques prennent en compte ces enjeux. Quel est le nombre d'acteurs économiques ayant réalisé un bilan carbone? Comment est-ce que la question de la biodiversité est intégrée dans la façon dont les acteurs économiques conduisent leur action? Et puis, nous avons également regardé tous ces acteurs qui, sur l'ensemble des territoires français et particulièrement en région Pays de Loire, agissent aujourd'hui pour relever ces défis de la transition écologique. Comment ils le font? Quelles sont les opportunités? Quelles sont aussi les difficultés auxquelles ils font face? À l'issue de ce livre blanc, nous avons proposé 14 recommandations afin de permettre à l'ensemble du collectif territorial de se mobiliser sur ces enjeux, à la fois en termes de compréhension de ce qu'il se passe, de sensibilisation, de formation, mais aussi et bien sûr en termes d'action, puisque nous avons proposé 11 projets régénératifs, 11 projets concrets. La troisième étape du projet Regenerate, celle dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la structuration d'un studio de projet. Un studio de projet dont l'objectif est de prototyper des projets démonstrateurs de la régénération territoriale, encadrés par une méthodologie robuste, objectivable, et qui puisse être à la fois créateur d'emplois et d'activités économiques résilientes, mais aussi réplicable sur les territoires. C'est donc un projet assez ambitieux. Aujourd'hui, nous regardons 4 projets très concrets. Le premier, c'est de comment pourrions-nous nous baigner dans l'herbe dans les années à venir. Le second, c'est travailler à la régénération d'une zone d'activité. Le troisième, c'est le fait de travailler à la régénération écologique d'un port. Et enfin, de pouvoir imaginer ensemble ce que pourrait être un bâtiment démonstrateur de régénération. Si ces projets vous intéressent et si vous avez envie de nous rejoindre dans la dynamique Regenerate, vous êtes évidemment les bienvenus. Nous recherchons encore des fonds pour pouvoir rendre tout cela possible et nous sommes évidemment ouverts à toutes les discussions, apports d'expertise et d'idées pour pouvoir rendre ces projets concrets le plus rapidement possible. Cette méthodologie de projet Regenerate, c'est une méthodologie qui est en open source. Nous avons aussi vocation à la répliquer sur d'autres territoires, comme nous le faisons avec l'ensemble du projet Open Land. Et évidemment, si vous souhaitez que nous en discutions, ça sera avec grand plaisir. Pour finir cette intervention, je voudrais dire un très grand merci à France Ville Durable et particulièrement à Sébastien Maire, puisque vous avez soutenu ce projet depuis le début. Vous nous avez fait confiance et vous nous faites encore confiance aujourd'hui avec la possibilité de le présenter. Donc je voulais vous dire un grand merci et je vous souhaite à tous un très bel événement et je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Bonne journée à tous.
Eh ben merci Pascal. À distance, ça nous paraissait important de montrer cette démarche, sachant que c'est une démarche qui vise à faire des petits un peu partout. Vous avez compris, c'est open source, c'est multi-acteurs. Et n'hésitez vraiment pas à contacter Openland, donc un nouvel adhérent de France Ville Durable depuis un an. Je vais me tourner vers Nathalie. Alors Nathalie, elle a une fonction particulière. C'est peut-être un nouveau métier dans les collectivités locales. C'est le vrai nom sur la fiche de poste ? Il y a marqué « chargé de projet, portrait de notes de territoire ». Alors Kate Raworth vous a cité tout à l'heure, Grenoble, ça fait un moment que Grenoble travaille sur cette question des limites, sur la question de la redirection, sur la question de la comptabilité triple capitale. Enfin, je sais qu'on a eu Grenoble également adhérente de France Ville Durable. Et dans cette logique de diagnostic, comme l'a cité Kate Raworth tout à l'heure, vous allez ou vous êtes en train de démarrer ce que serait un portrait donut de l'ensemble du territoire. Et on s'est dit qu'après tout ce qu'on aurait dit jusqu'ici de la journée, ça serait très intéressant de vous entendre sur la méthodologie employée. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'aventure, je viens de vous parler aujourd'hui de l'aventure Donut à Grenoble. Alors pour commencer, tout a commencé en février 2022 avec un vote du conseil municipal qui a lancé officiellement la démarche Grenoble 2040 à l'initiative de l'élu Antoine Bach, adjoint risque, résilience territoriale, prospective, évaluation et nouveaux indicateurs, qui n'a malheureusement pas pu répondre présent aujourd'hui, donc je suis là pour présenter quand même le travail qu'on mène. L'ambition de Grenoble 2040, l'ambition politique, c'est d'offrir aux enfants nés en 2022 l'opportunité de fêter leur majorité en 2040 dans une ville socialement juste et environnementalement sûre. Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Donc Grenoble 2040, en fait, l'idée, c'est de proposer un cadre commun pour penser nos futurs, pour questionner ce que nous souhaiterions voir advenir demain et élaborer ensemble ces trajectoires de transition à la hauteur des défis actuels et à venir. Cette démarche, elle s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier, c'est d'essayer au maximum de lier le social et l'environnemental pour adresser tous ces enjeux environnementaux dont on a parlé aujourd'hui avec justice sociale. C'est également cette idée de réconcilier la raison et les émotions en s'appuyant sur un pilier scientifique fort et en essayant également de libérer notre imagination des préjugés et de nos blocages. Et enfin, le troisième pilier, c'est de construire un pont entre le local et le global. On en a encore parlé ce matin, mais par une approche transversale pour réfléchir comment est-ce qu'on peut adresser les différents enjeux évoqués à différentes échelles. Pour nourrir cette démarche Grenoble 2040, le conseil municipal a notamment décidé de s'appuyer sur cette fameuse théorie du donut dont on a parlé ce matin, et c'est ça que je vous présenterai. En décembre 2022, donc le portrait a déjà été réalisé, le premier, c'est la publication donc, du premier diagnostic territorial de la ville de Grenoble sous la forme d'un portrait de notes que vous voyez ici à l'écran et qui a été publié dans le rapport de développement durable de la ville 2022. Ce premier portrait, c'est un portrait qui se veut davantage socio-démographique et environnemental et qui s'appuie sur les données existantes pour proposer un état des lieux en fait, de la ville de Grenoble et de là où elle en est par rapport à des objectifs cibles politiques à atteindre, mais également comment elle se situe par rapport à la moyenne française que vous voyez représentée en pointillés bleus. Donc ce premier portrait diagnostique, il s'agit d'une grille de lecture parmi d'autres qui est ni exhaustive, ni définitive évidemment, qui est vouée à être partagée comme je le fais aujourd'hui avec vous, débattue, modifiée, enrichie. La construction méthodologique, j'aurai pas énormément de temps pour en parler, mais le détail des indicateurs sélectionnés ainsi que les limites et les précautions de lecture sont accessibles sur le site de la ville de Grenoble. Présente un certain nombre de limites, effectivement, mais tout l'atout et l'intérêt de ce premier travail, c'est cette vision transversale des enjeux environnementaux et sociaux qui permet d'avoir une première grille d'analyse. Pour vous donner quand même très brièvement quelques points méthodologiques sur la construction de ce diagnostic, pour chacune des dimensions environnementales et sociales, entre 1 et 3 indicateurs ont été retenus. Par rapport au modèle du donut qui a été affiché ce matin à l'écran, c'est ici la dernière version, donc vous allez retrouver sur le plancher social 16 objectifs sociaux. Donc on est passé de l'égalité des sexes à l'égalité dans la diversité. Donc voilà, c'est quelques petites évolutions. Et sur les limites planétaires, ici, il y a 11 dimensions, parce qu'ont été ajoutées aux 9 limites planétaires, 2 dimensions que vous allez retrouver
en bas ici, sur la partie de droite, qui sont les flux de matière et les flux d'énergie pour rendre compte du métabolisme urbain. Cette proposition de dimension est également celle qui a été utilisée par les villes pionnières, Amsterdam et Bruxelles, dans la démarche Donut. Mais pour revenir du coup à la construction de ce diagnostic, les indicateurs ont été sélectionnés tout d'abord déjà par la disponibilité des données à différentes échelles, pour leur pertinence au regard de la dimension adressée, et pour leur comparabilité avec d'autres villes, d'autres territoires, ou alors tout simplement parce qu'elles relèvent des compétences politiques et administratives de la ville. La lecture va peut-être pas être très facile là affichée sur cet écran, mais grosso modo, sur le cercle extérieur, les rectangles rouges vont montrer tous les dépassements de certaines limites planétaires à l'échelle locale de la ville de Grenoble. C'est le cas par exemple en haut à gauche sur l'érosion de la biodiversité, ici la part d'espèces d'oiseaux menacés ou quasi menacés sur le territoire, ou encore un éloignement par rapport à un objectif de réduction, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre à 2030, qu'on voit tout en haut avec le changement climatique. Donc c'est le reste à diminuer pour arriver dans cet espace sûr et juste du donut. Sur le plancher social, les rectangles rouges à l'intérieur du donut vont représenter la part des besoins humains fondamentaux, considérés comme fondamentaux, qui ne sont pas satisfaits pour une certaine partie de la population locale. Donc vous l'aurez compris, tout le principe c'est de rentrer dans l'espace sûr et juste, la partie verte du donut qui est un peu plus qu'une sucrerie finalement. Pour prendre un peu de recul sur le projet et que vous compreniez un petit peu l'ordre, la stratégie du projet, donc comme je l'ai dit, la délibération a été lancée en février 2022. Moi je suis arrivée à la ville en septembre 2022 et en 4 mois donc j'ai travaillé sur ce premier portrait que je viens de vous montrer, qui est donc davantage descriptif et sociodémographique qu'un outil de pilotage. Ensuite, de janvier à peu près à juin 2022, on a poursuivi un travail en interne au sein de la municipalité de réflexion sur les limites et de l'exercice effectué et de comment on pourrait axer les prochaines étapes. Et en juin, on a eu un gros événement à la ville de Grenoble qui s'appelle la Biennale des villes en transition, organisée tous les 2 ans, où Kate Raworth a été invitée d'honneur avec son équipe et elle a donné la première conférence inédite en français. Donc si vous voulez, pour ceux et celles qui ne parlent pas anglais, elle est accessible en ligne également. Et on a également animé des ateliers, une journée entreprise, une journée pour les territoires, les collectivités intéressées et une journée avec les citoyens et citoyennes. Et actuellement, donc de juin à décembre, donc c'est le travail qu'on mène actuellement, on a décidé d'essayer de consolider ce premier portrait qui, comme je vous l'ai dit, a été fait plus ou moins en chambre quand même, en s'appuyant davantage sur des indicateurs de suivi d'activité utilisés par les différents services de la collectivité pour réussir à arriver sur un second portrait en fin d'année qui soit cette fois-ci réellement co-construit avec les différentes directions de la mairie et qui permette d'avoir un peu également une vision globale des principaux plans politiques passés à la loupe, si je puis dire, du donut, pour identifier les potentiels axes d'approfondissement et ou d'élargissement des politiques publiques afin de prendre davantage d'enjeux en compte. Et sur l'année 2024, l'idée, là, il manquait quand même une part importante des acteurs actrices locaux. L'idée est de lancer une démarche participative avec l'organisation d'ateliers auprès des parties prenantes locales, donc les citoyens, les citoyennes, mais aussi des associations, les entreprises et autres organisations locales, pour élaborer un portrait qui soit davantage citoyen, puisque la volonté, on a une volonté forte de ne pas uniquement travailler au niveau de la collectivité, mais aussi et surtout d'impliquer avant tout ceux et celles qui vivent sur le territoire grenoblois. C'est également une proposition de penser le futur de manière un peu plus transversale. Et donc pour finir, peut-être juste un petit peu une prise de recul sur, pour l'instant, donc ça fait 1 an maintenant qu'on travaille avec la théorie du donut à la ville de Grenoble. Les intérêts qu'on y a vus, donc comme je vous l'ai montré sur la première version du portrait, c'est cet avantage du donut à permettre une vision à 360 degrés des enjeux environnementaux et sociaux qui soient à la fois synthétiques et transversales. Même si j'ai bien souligné incomplète et perfectible évidemment. Là, la phase qu'on est en train de mener aujourd'hui avec des ateliers aussi bien avec des élus qu'avec des techniciens ou des directeurs, directrices de direction, c'est cette
utilisation du donut comme un outil d'analyse, une grille d'analyse qui permette d'avoir cette entrée un peu plus systémique et multidisciplinaire dans les différents plans de la ville. Et donc, comme je disais, d'envisager d'autres ouvertures ou d'aller un cran plus loin en termes de transition écologique et sociale. Et enfin, sur la suite, l'idée, donc, c'est de pousser cette concertation au-delà de la municipalité pour utiliser le donut comme un support de réflexion, de questionnement, d'échange, qui, associé à des démarches d'éducation populaire et de démocratie participative, viseront à renforcer la capacité d'agir de toutes et tous sur le territoire. Mais évidemment, ça paraîtrait un peu l'outil magique, la nouvelle boussole. Il y a encore des très grands questionnements, des zones d'ombre et des limites, évidemment, à ce modèle. Pour citer les principales, on a des gros questionnements avec également toutes les villes qui travaillent aussi sur ces sujets. On échange régulièrement. Donc des blocages d'ordre politique. Vous l'aurez compris, on en a parlé aussi ce matin, le choix des indicateurs est un choix tout à fait arbitraire qui pose des grandes questions de gouvernance. À quel point est-ce qu'on associe les citoyens, jusqu'à quel type de décision est-ce qu'on met entre les mains des citoyens. On a la question épineuse aussi de la fixation des seuils, plus facile pour les dimensions, les limites planétaires, puisqu'on s'appuie sur la science, mais sur les objectifs sociaux, la question se pose réellement. On a également des blocages d'ordre technique, aussi bien sur la disponibilité des données, qui sont parfois inexistantes, notamment sur des enjeux où on a des constats récents, où on a un manque de recul aussi sur la manière de mesurer, et puis l'émergence des nouveaux indicateurs qui, du coup, parfois n'ont pas encore assez d'historique pour être utilisés. On a également, évidemment, la limite du millefeuille administratif et politique français, où le périmètre de compétences administratives rend parfois bien plus difficile la possibilité d'agir dans toutes les dimensions, qui sont donc plus ou moins pertinentes selon la collectivité qui s'en empare. Et enfin, des blocages plus d'ordre opérationnel, dans l'articulation d'autres outils, vous l'avez mentionné Sébastien, donc c'est comment articuler un outil comme le donut avec d'autres outils utilisés au niveau de la collectivité, tels que la comptabilité écologique, donc le modèle CARE pour la ville de Grenoble, ou encore l'élaboration de passer de cet outil de visualisation, d'analyse, de synthèse à un véritable outil de pilotage stratégique qui permet de décliner en fait cet idéal de donut à atteindre, cette fameuse zone verte, en action concrète sur le territoire. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le donut. Merci. Merci beaucoup Nathalie, de la concision, de la clarté. On voit bien, et on n'aura pas le temps malheureusement aujourd'hui, l'idée c'était un peu un teaser sur le donut aujourd'hui, mais que ça soulève plein de nouvelles réflexions et de nouveaux débats sur la question de la collecte des données. Donc on y travaille beaucoup à France Ville Durable. Parmi nos membres, on a un grand nombre de producteurs de données, notamment l'État, ces agences produisent des données, etc. Mais comment se met-on d'accord pour savoir de quelles données on a besoin et comment on les regroupe ensemble? Parce que c'est pas ce qui manque, les données aujourd'hui. On sort d'une période big data où on a beaucoup de données qui servent à rien et consomment de l'énergie sur des serveurs, mais il y en a peut-être qui sont utiles. Donc je crois qu'on a vraiment un gros enjeu. Quelles sont les données qui vont avec cet outil? Et puis, vous l'avez évoqué, l'échelle territoriale. Les échelles territoriales administratives, pour qualifier les atteintes à la biosphère, on prendrait une échelle biogéophysique, biomorphologique, un bassin versant, etc. Pour le plafond, on serait certainement plus pertinent. En revanche, pour le plancher, on est plutôt au niveau du bassin de vie, du bassin d'emploi. Donc voilà, beaucoup de questionnements, mais c'est passionnant. Je crois qu'on a une question en ligne, et après on prendra une question dans la salle. La question en ligne, s'il vous plaît. Oui. Alors effectivement, en plus en parlant de données, donc c'est une question pour Charlotte Girard. Donc si vous l'avez mesuré, quel est le potentiel de gisement de réduction carbone des espaces verts de SNCF Immo, et donc notamment des capacités de restauration, de renaturation? Et si oui, quels sont les dispositifs ou les outils que vous avez utilisés? Alors la participante, je crois que c'est une participante, a cité notamment le LBC. Alors je crois qu'elle fait mention au label bas carbone. Voilà, si vous avez des éléments. Merci. Eh bien, on va prendre tout de suite la deuxième question. Viens juste ici, s'il te plaît. Merci. Pardon, je vais écorcher votre nom. Une question aussi pour Charlotte Girard. Vous avez beaucoup évoqué le patrimoine de la SNCF et les gares qui sont en cœur de ville
et notamment de grandes villes. Je me demandais quelle était votre approche, votre opinion, éventuellement votre plan de bataille sur ce qu'on appelle les gares betteraves. Donc, pour la lyonnaise que je suis, qui, quand elle monte à Paris, passe à la gare du Creusot, c'est une réalité très prégnante. Mais il y en a d'autres, voilà, la gare de Haute-Picardie, la gare de Besançon, mais qui s'est fait un peu rattraper par la ville finalement. Et voilà, c'est des sujets compliqués parce qu'on est en pleine campagne, donc ça pose la question du ZAN, etc. Mais voilà, je me demandais quelle était l'approche que vous pouviez avoir. Alors, je dis tout de suite sur les gares betteraves, je suis vraiment pas spécialiste et c'est plus un sujet chez Gares et Connexions, c'est pas pour botter en touche du tout. C'est aussi ce que Catherine Panahi voulait évoquer, c'est-à-dire l'urbanisme de la vitesse où la question de l'accès rapide était mis en point d'orgue et puis on n'a pas pensé forcément le développement autour. Ce que je peux juste dire, c'est qu'on pousse beaucoup, nous, dans le cadre des travaux sur le SERM, enfin les futurs systèmes d'express métropolitains, à penser dès le démarrage, dès la pensée de l'infrastructure, à la question urbaine qui va avec. Et d'éviter, et j'espère vraiment qu'aujourd'hui tout le monde est à bord pour se dire que faire passer des trains où on n'arrive pas à accéder aux trains, c'est pas possible. Donc il y a vraiment un travail, je pense, là maintenant, essentiel, à l'échelle d'ailleurs, à une autre échelle que celle des gares betteraves, hein, qui est la gare du quotidien plutôt, pour justement travailler, et c'est ce que j'évoquais, rapprocher les lieux de vie et de travail des possibilités de mobilité. Donc voilà pour aujourd'hui ce qu'on peut dire. Sur le deuxième aspect, peut-être je n'ai pas exprimé les choses que pour l'instant nous avons mesuré. Alors c'est sur leur totalité, peut-être donner les grands chiffres quand même, parce que tout ce qui porte les voies, ce qu'on va appeler les talus par exemple, c'est à peu près 83 000 hectares en France. Et vous rajoutez à ça 30 000 hectares pour ce qui serait plus des sites tels qu'on imagine autour des abords de voies. Donc ce qui a été fait pour l'instant, c'est la partie solaire. On a cartographié, on a un SIG qui est assez puissant, les degrés d'ensoleillement, et puis on a mis tout un ensemble de critères pour nous aider à faire ce qu'on a appelé un cadastre solaire avec AREP, notre bureau d'études. Et en faisant ce cadastre solaire, on s'est bien rendu compte qu'on avait dans nos données, et ça c'est un point que je voulais évoquer, qu'on évoque à plusieurs, entre autres avec justement les agences d'Urba et la FNO, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment des difficultés, en tout cas on a des besoins de nouveaux outils sur la data, c'est ce qui a été évoqué. Je prendrai un exemple tout bête. Autant on arrive à regarder en 2D, vue de haut, la végétation par exemple, sauf que pour nous en tout cas, l'essentiel du sujet va être le sol et les premiers centimètres du sol. C'est-à-dire vous pouvez avoir beaucoup de végétation et un sol qui en fait nécessite totalement une transformation. Et donc ça veut dire que, est-ce qu'on doit faire passer des écologues sur 30 000 hectares ? Alors, la première difficulté, c'est qu'on n'a pas assez d'écologues peut-être dans le monde, hein, j'en sais rien, mais en tout cas en France. Et donc, il y a une vraie question sur laquelle on a lancé un gros travail chez nous de qualification des usages des sols. Pour se dire, ok, il ne suffit pas de savoir si c'est un arbre, un arbuste herbacé, et d'ailleurs, quand c'est sans herbe, on ne sait pas forcément si c'est imperméable vue de photo aérienne, sauf si quelqu'un... Voilà, donc c'est un gros travail qui commence. Je pense que dans quelques mois, on arrivera à avoir des premiers résultats, et nous, on l'a englobé dans un travail plus global de préparation, enfin d'analyse de vulnérabilité en fait du parc SNCF immobilier et foncier, et donc de regarder là où on aura des endroits les plus fragiles. Je donne aussi un autre exemple. On sait que tout ce qui est feu de broussailles remonte beaucoup sur le Nord et l'Île-de-France, qui n'était pas du tout un sujet qu'on traitait jusque maintenant sous cette forme. Et donc voilà, c'est un travail en cours. Donc rendez-vous dans quelques mois sur ce sujet. Sur les questions de data, pour information, le CNES, qui est le Centre national d'études spatiales, donc un service public national, qui est adhérent de France Ville Durable, propose aujourd'hui aux territoires, aux acteurs territoriaux, des nouvelles couches de données qui n'existaient pas forcément avant et qui permettent par exemple de qualifier, notamment en voyant l'évolution, si je me souviens bien, l'état du couvert végétal. Depuis l'espace. Donc pour les 30 000 hectares, c'est peut-être plus facile que de faire venir les écologues. C'est certainement pas suffisant, mais c'est voilà, il y a des nouveaux sets de data qui sont disponibles par ailleurs gratuitement pour les collectivités, je crois, et que beaucoup d'entreprises aujourd'hui collectent pour pouvoir proposer des diagnostics aux différents acteurs. Je vous propose d'applaudir nos intervenantes. Merci beaucoup.